Alors, compromis 5, nous avons 6 élus sont juste devant la mairie. Ils prendront parole au Benjamin de la séance, à savoir Edi Ramdan, pour procéder. Je vous remercie, Madame la maire. Monsieur Aboudji Hamidani. Madame Ala Sylvie, excusez. Madame Béar Tamara. Monsieur Berton Franck. Madame Boulinseur Nadia. Monsieur Brigny Wallis est excusé. Monsieur Cazola Roland. Monsieur Choulac Liès. Monsieur Coppola Jean-Marc. Madame Di Marino Anne. Monsieur Espinoza Victor Hugo. Madame Etoundi Zita est excusée. Monsieur Fadla Atab. Monsieur Fodé Amidou. Madame Frenzel Lydia. Madame Passe Josette. Madame Gali Samia. Madame Giacoboni Elisabeth. Madame Hout Sabrina. Madame Grèche Sophie est excusée. Monsieur Gibrael Sébastien. Madame Caraga Aline. Madame Fon Carafilian Jacqueline. Monsieur Lancien Christian. Madame Maheu Fabienne. Monsieur Mélan Gérard. Madame Mokhtari Férouz est excusée. Madame Naïtali Sabrina. Madame Pasquini Marguerite. Monsieur Pastor Romain. Monsieur Ramdan Edi, présent. Monsieur Seloum Areski est excusé. Madame Swali Chaïdati. Monsieur Spinelli Gilbert. Vestieux Catherine. Monsieur Yousfi Younes. Excusez. Très bien. Le quorum est atteint. 3 élus sont dans le parc. Donc, on va commencer le conseil. Je vais d'abord mettre au vote l'approbation du dernier compte rendu, le compte rendu du dernier conseil d'arrondissement, pardon. Qui est contre? Qui est pour? Il est donc adopté à l'unanimité. Avant de commencer le conseil, je voudrais bien évidemment avoir une pensée pour les Marocains qui ont été durement frappés par un séisme d'une importance comment dirais-je, très élevée. On pense à eux. On pense aussi aux Franco-Marocains qui sont nombreux sur Marseille, mais en France. Donc, on a une pensée pour les Marocains. On leur souhaite beaucoup de courage, bien évidemment. Et nous espérons que le chiffre qui s'alourdit de jour en jour de blessés et de morts va cesser d'augmenter. Et nous espérons que toute l'aide qui pourra être apportée aux Marocains leur permettra de traverser ce drame qui les a durement touchés la semaine dernière. Avant de passer au conseil d'arrondissement, pardon? Oui, bien sûr. Vous voyez, Madame Galli, elle a les vieux réflexes, c'est normal. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de vous lever et d'observer 1 minute de silence pour les victimes et les sinistrés marocains. De commencer le conseil d'arrondissement. Madame Galli, vous avez demandé la parole. Je compléterai vos propos sur notamment les questions de sécurité. Oui, merci Madame la maire. C'est un jour encore de tristesse pour la ville de Marseille. Tristesse parce que lorsque on a encore malheureusement des victimes. Nous sommes aujourd'hui dans notre ville frappés de plein fouet. Il ne se passe pas une semaine, 3 jours sans qu'il n'y ait un drame qui soit irréversible. Je pense notamment à cette jeune dame, 24 ans, qui était dans sa chambre et qui prend une balle perdue. C'était Saint-Is, c'est inacceptable. Non seulement les Marseillais ne sont pas en sécurité lorsqu'ils sont à l'extérieur
dans le jardin de la cité, sur les routes, devant les écoles. Mais maintenant, c'est à l'intérieur de leur domicile. Jusqu'où nous allons aller? Jusqu'où nous allons accepter l'inacceptable? Jusqu'où nous allons accepter l'inacceptable? Encore hier soir, à l'Estac, voilà, il n'y a pas un lieu dans Marseille qui n'est aujourd'hui épargné, comme malheureusement je l'avais prédit. Il y a 12 ans, oui, j'avais demandé l'armée parce qu'il fallait désarmer les cités. Et je le dis, aujourd'hui je suis intimement convaincue que cette question doit être réellement posée. La police n'est pas en nombre suffisant pour protéger l'ensemble des territoires marseillais. Et c'est normal, parce qu'elle est appelée pour plein d'autres missions. Pour autant, d'abord, on ne peut pas jouer au yo-yo avec les chiffres de la police sur Marseille. On ne peut pas jouer au yo-yo avec la sécurité des personnes. C'est-à-dire, un coup on met des policiers, un coup on les enlève, on les envoie de l'autre côté, à Nice, à Cannes, à je ne sais où. Parce qu'ils ont aussi besoin, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus décider, et c'est bien pour les enfants de la Caillole, et c'est normal parce que tout le monde a droit à la sécurité. Mais quand on accompagne, quand on protège des enfants dans une cité pour aller à l'école, pour autant, il y a d'autres lieux, comme le Castellas, où il y a eu beaucoup de morts, que les Rosiers, tous ces territoires, ça s'appelle l'égalité des territoires. Et il n'y a pas de sous-citoyens, il n'y a pas ceux qui auraient droit à la sécurité, ceux qui n'auraient pas droit à la sécurité correctement. Alors je dis, oui, je mets les pieds dans le plat parce qu'à un moment, ça suffit. Ça suffit. Et que la question qui a été volontairement arrêtée, qui permet tout simplement de faire en sorte que dès le plus jeune âge, nous évitions que tout simplement cette escalade vers finalement l'insécurité et faire en sorte que nous sommes en train d'alimenter des réseaux de narcotrafiquants, parce que nous sommes sur du narcotrafiquant, nous sommes plus sur un réseau de points de deal, c'est du narcotrafiquant lorsqu'on est à une échelle comme Marseille et que la guerre se déclare partout dans la ville. Comment on fait pour protéger les nouvelles générations pour éviter que celles-là même replongent dans ce genre de situation? On voit bien que quand on arrête des jeunes, ils ont 18 ans, 17 ans, 16 ans, on se dit où nous avons fauté? Où est-ce qu'on a fauté? À quel moment on n'a pas pris en charge ces gens? À quel moment on n'a pas suivi, vérifié le décrochage scolaire? Un enfant qui n'est pas à l'école, il est clair qu'il est malheureusement à l'école de la rue. Eh bien, c'est ça qu'il faut que maintenant nous disions. Et je voudrais avoir une grosse pensée pour les victimes collatérales. Je demande, et je pense que nous pouvons le demander ici au sein de ce conseil d'arrondissement, qui est un conseil d'arrondissement emblématique, parce que dans les 15e et 16e arrondissements, voilà, qui est des victimes civiles de guerre liées aux narcotrafiquants, pour des victimes de dégâts collatéraux. Quand une personne prend une balle dans une jambe de Kalachnikov, elle est excusez-moi, mais estropiée à vie. Quand un enfant prend une balle dans les reins, il est estropié à vie. Et sans compter la psychologique de ce qu'il aura vécu. Donc oui, il est important aussi qu'il y ait notamment des enfants de la maman au vieux... c'est vieux moulin, si je ne dis pas de bêtises, qui, devant ses enfants, quel statut ont ces enfants qui ont assisté à une scène inacceptable et inhumaine? Donc oui, il faut à ce moment-là que l'État comprenne, et je le dis, nous ne pouvons pas être spectateurs et compter des chiffres, faire des champs, ce n'est pas des numéros. C'est des personnes avec des prénoms, avec des familles, avec une vie, avec des enfants, avec des maris, avec des frères, des sœurs, des parents. On n'a pas le droit de leur ôter la vie. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 110 personnes pour l'année 2023 qui ont été atteintes directement, par ces dégâts collatéraux. 40, je crois une quarantaine en sont décédés. Et les autres, 44, je crois qu'on me dit, oui. 42, voilà, plus exactement. Et le reste, malheureusement, ont pu échapper. Dans quelles conditions et de quelle façon, finalement, ils seront à leur vie
marqués, meurtris et handicapés face à... Donc voilà ce que je voulais dire dans ce conseil d'arrondissement. On a toujours été à l'avant-garde, on a toujours dit les choses. On a toujours dit les choses. Et je pense que ici, plus qu'ailleurs, voilà, nous devons toujours être à l'avant-garde. Vous savez, on doit... cette approche globale, elle est nécessaire. Elle doit être portée par tout le monde, par les services de l'éducation, les services sociaux, les services de santé. La question psychologique doit être aussi prise en compte. La question, toutes ces questions-là, pour ça, il faut une approche globale. Donc, je demande aussi qu'on ait une approche globale, voilà, pour que chacun, à sa place, apporte les moyens qu'il faut pour remédier, ou en tout cas, essayer de remédier à cette situation. On n'enlèvera certainement pas tout le trafic, il faut pas être non plus utopiste, mais quand même, à un moment, on doit protéger ses habitants. C'est pas la première fois que des balles se retrouvent dans des cuisines, dans des chambres, dans des salons. C'est pas la première fois, mais cette fois-ci, malheureusement, elle a tué une personne qui, elle, ne savait pas qu'elle allait mourir parce que tout simplement, à côté d'elle, il y avait du trafic de drogue ou en tout cas des jeunes qui venaient tirer à la Kalachnikov, arme de guerre. Arme de guerre, ça veut dire aussi en termes de trafic d'armes, quel est aujourd'hui le combat qui est mené contre ces trafics d'armes, faire en sorte que sur ces questions-là, il y ait aussi des peines assez lourde parce que personne n'a le droit d'être armé. Il me semble qu'en France, on n'est pas les États-Unis. On a fait le choix d'interdire le port d'armes. Voilà. Donc, il faut que ça se soit mis en application parce qu'à ce qui se concerne, aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre ceux qui sont armés, ceux qui ne le sont pas et ceux qui sont victimes de ceux qui leur tirent dessus. Merci. Madame Gali, y a-t-il des prises de parole sur cette question? Même si oui, vous avez relativement... Madame Gali. Oui, effectivement, il y a la présence policière qui est nécessaire, ça c'est clair. On en manque cruellement, mais il y a aussi les moyens que nous donnons aux forces de police et notamment les moyens d'investigation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est à la fois comment on arrive à être efficace en conjuguant tous les moyens que la police, que l'État peut mettre à la disposition de la police pour être efficace. Et oui, alors voilà, aujourd'hui on a l'exemple, puisque pendant très longtemps on nous a parlé de règlement de compte. D'ailleurs, vous l'avez régulièrement rappelé en disant que c'était des meurtres et pas des règlements de compte, parce que les règlements de compte, ça ramènerait à un conflit entre deux personnes qui a été réglé via un tir de Kalachnikov. Ça n'est pas ça. Aujourd'hui, cette jeune fille de 24 ans qui était chez elle, qui ne demandait rien à personne, elle se retrouve, aujourd'hui, elle est morte puisqu'elle a été déclarée morte ce matin. Je peux dire aussi que c'est ce qui s'est passé notamment cet été à la Busserine, où aussi un homme qui était à la retraite ou qui était sur le point d'être à la retraite, voilà, qui ne demandait rien à personne, a été tué malheureusement. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des dommages collatéraux parce que vous l'avez dit, les armes qui sont utilisées aujourd'hui par les trafiquants et par tous ceux qui sont liés au trafic sont des armes de guerre. Ce qui veut dire que quand on tire avec une Kalachnikov, excusez-moi d'être un peu technique, même si je ne suis pas une spécialiste, mais ça n'est pas un tir qui est visé. Voilà, c'est une rafale. Et quand c'est un tir de rafale, ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, qui est dans le périmètre où a lieu ce tir de rafale, peut être impacté mortellement. Alors oui, je pense qu'il faut que nous ouvrions le débat sur cette question-là, avec notamment les forces de police, qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de compter les morts. Ça n'est pas le rôle d'un élu que de compter les morts. Même si malheureusement nous devons les compter, parce que quand nous les comptons, Lydia Frenzel l'a rappelé vous-même, Madame Gali, c'est pour alerter les pouvoirs publics et qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui d'avoir 34 morts depuis le début de l'année, d'avoir 42 personnes qui sont des dommages, qui ont été impactées, qui sont des dommages collatéraux, et que nous devons, sur ces questions-là, avancer. Alors, il y a quelques années, pour ceux qui étaient déjà élus sur le mandat 2014-2020, il y avait eu un conseil municipal spécial lié à la sécurité qui, malheureusement, n'a pas donné grand-chose. Je pense qu'effectivement, il faut ramener les choses par secteur. Et je pense que voilà, les problématiques que nous avons ici, les problématiques qui sont liées aussi au 13-14, ne sont pas les mêmes problématiques qui sont liées dans d'autres arrondissements de la ville. C'est aussi une réalité. Sans faire du misérabilisme, mais oui, on est plus impacté ici qu'ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment que cette question et que le débat, il doit être
très locale. Vous l'avez rappelé, nous avons toujours été à l'avant-garde sur un certain nombre de questions. D'ailleurs, nous avons souvent été imités. Alors peut-être, on le regrette d'ailleurs, on aimerait ne pas être pour le coup copié sur cette question-là, mais je pense qu'il faut que nous la portions avec notamment les forces de police, avec notamment... Alors, je salue le travail du premier adjoint qui fait un travail formidable dans le cadre du GPO, mais ça relève notamment des petites incivilités, ce que nous appelons la petite délinquance, et qui pourrit aussi, excusez-moi de m'exprimer de cette manière-là, la vie quotidienne des gens. Mais pour autant, nous avons de vrais problèmes de délinquance qui sont liés effectivement aux narcotrafiquants, qui se livrent des guerres sur le territoire, mais à distance, puisque ceux qui aujourd'hui sont à l'initiative de ces guerres des gangs ne sont pas sur Marseille, mais à l'étranger. Et pour autant, aujourd'hui, ce sont nos jeunes qui tombent les uns derrière les autres. Et puis, il faut aussi rappeler, parce que je crois que déjà, on ne rentre pas dans le trafic par choix. Et Mme Gadi l'a dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'école est défaillante, quand les pourvoirs publics sont défaillants, quand sur la question de la prévention, nous sommes défaillants, je dis nous parce que c'est une question que nous devons porter collectivement et que nous sommes responsables collectivement, même si ça n'est pas directement, mais nous avons le devoir, à un moment donné, d'apporter des réponses. Donc, quand sur la question de la prévention, nous sommes défaillants, effectivement, les jeunes sont happés par la rue. Et quand ils veulent en sortir, parce qu'il faut le savoir ça aussi, parce que les gens ne le mesurent pas, parce qu'on rentre, parce que c'est par choix. Non, c'est pas par choix, c'est parce qu'on est en détresse, parce qu'on a 20 ans et qu'on n'a pas de quoi se payer un café ou une glace. Ça commence comme ça, l'histoire du trafic, il faut le savoir. Et quand pour certains, ils veulent en sortir, ils ne peuvent pas en sortir. Il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Et il y a des mères qui se battent pour faire sortir leurs enfants du trafic quand ils ont si je peux me permettre, le déclic et qui décident d'en sortir, ils ne peuvent pas en sortir parce qu'ils sont pris en otage. Et là aussi, sur cette question-là, il faudra aussi que la police accompagne les familles. Alors moi, puisque nous avions échangé bien évidemment en amont de ce conseil d'arrondissement, et bien évidemment, je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire. Et oui, je pense qu'il faut que nous portions haut et fort cette question. Il faut que nous mettions tous les acteurs, à la fois prévention jeunesse, je regarde monsieur Edi Ramdam qui est en charge de la jeunesse sur la ville de Marseille, sur la question de la sécurité, avec les forces de police, avec les centres sociaux. Et il faut aussi donner les moyens aussi aux acteurs et aux travailleurs sociaux. Voilà. Parce que très clairement, il faut aussi les armer au sens noble du terme et ne pas au sens premier du terme pour justement accompagner ces jeunes. Alors ça doit à la fois, voilà, je veux dire, aujourd'hui, il faut savoir qu'il va falloir conjuguer à la fois les moyens en termes de prévention, mais aussi en termes de répression, parce que effectivement, c'est nécessaire. Je crois qu'on ne pourra y arriver qu'en conjuguant les deux. Alors, le débat est ouvert. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de faire ici un débat, comme on l'a eu fait d'ailleurs, Madame Gadi, à l'issue des émeutes, parce qu'aujourd'hui, à la suite des émeutes, le 15-16 a été moins impacté que d'autres territoires. Je pense que ça n'est pas une coïncidence. Je pense qu'aussi sur les questions de politique publique que nous menons ici en mairie de secteur, accompagnés par les adjoints à la ville, nous avons été présents auprès des jeunes. Nous les avons reçus à l'issue malheureusement des émeutes qui ont frappé l'ensemble de la ville. Et je pense que nous devons ouvrir le débat avec les forces de police, avec les acteurs sociaux, avec les travailleurs sociaux et voir de quelle manière nous pouvons et nous devons essayer de trouver une solution sur cette question de la sécurité. Et voilà, et nous, ce matin, on a été appelés notamment par des habitants de l'Estac. Voilà, l'Estac était très éloigné, effectivement, pensait ne pas être touché par ces problèmes. Ça fait 2 fois l'espace de quelques mois, notamment le jeune homme qui a fini par s'en sortir il y a 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas puisque la personne qui a été prise en chasse est malheureusement mort. Voilà, ce sont des morts, ce sont des meurtres, ce sont des assassinats. Et arrêtons avec les règlements de compte. Parce que vous savez, les mots que nous utilisons sont très, très importants. Quand on parle de règlement de compte, effectivement, on a l'impression qu'en fait, c'est un non-événement. Ils ont réglé leur compte. J'ai envie de dire la balle au centre et c'est reparti. Non, ça n'est pas le cas. C'est des meurtres. C'est des meurtres qui ciblent des personnes qui effectivement sont dans le trafic, mais pour autant, ça n'est pas non plus acceptable. Mais aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est que ce sont des personnes qui ne sont liées au trafic
ni de près ni de loin. Et c'est notamment cette jeune fille qui est décédée ce matin. On a une pensée pour elle, bien sûr, on a une pensée pour sa famille. Et bien évidemment, on va organiser les choses, Madame Gali, pour justement essayer d'apporter des réponses à notre niveau. On n'a pas des réponses à tout, mais en tout cas, on a la volonté d'essayer d'apporter des solutions sur cette question-là. Sur cette question-là, je pense que tout a été dit. On va donc commencer conseil d'arrondissement. J'ai mis aux voix. D'accord, très bien. Donc, j'ai passé la parole à Catherine Vestieux qui doit rapporter le rapport 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter ce premier rapport qui est force de proposition par rapport au problème que vous venez d'évoquer, qui sera un véritable outil d'accompagnement et de prévention par la culture. La Direction générale adjointe de la ville du temps libre, la Direction générale adjointe du temps libre, attribue des subventions aux lauréats de l'appel à projet des Olympiades culturelles de la ville de Marseille. Et c'est la deuxième répartition que nous proposons ici. Ce rapport est proposé par 2 adjoints ici présents, Samia Gali et Jean-Marc Coppola, dans le cadre de leurs délégations respectives. La ville de Marseille s'est engagée dans un projet de politique qui vise à faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. La politique culturelle mise en œuvre par la ville s'inscrit dans cette perspective dans laquelle elle entend contribuer de façon déterminante en poursuivant notamment des objectifs tels que promouvoir la culture comme vecteur d'émancipation de l'individu, en favorisant la démocratie culturelle ainsi que l'accès pour toutes et tous à l'éducation artistique et culturelle et aux pratiques artistiques en amateur. Promouvoir la culture comme outil d'ouverture au monde et à sa diversité. L'Olympiade culturelle fait partie des engagements demandés par le Comité international olympique à chaque pays organisateur des Jeux olympiques et paralympiques. Ce programme permet aux pays hôtes de faire dialoguer le sport et la culture sur tout son territoire avant les Jeux et jusqu'à leur clôture. Il constitue une occasion privilégiée d'interroger l'olympisme et ses valeurs, mais aussi de relayer les territoires olympiques et de mobiliser les publics autour de ce grand événement international. Une enveloppe globale de 500 000 € a été affectée à l'Olympiade culturelle et votée au budget primitif 2023. Le montant total de la dépense liée à cette deuxième répartition s'élève à 65 000 € que je vous demande d'approuver de manière positive. Merci, Madame Bestieux. Prise de parole sur ce rapport, Monsieur Coppola. Merci. Et juste pour insister, effectivement, on accueille les Jeux Olympiques l'année prochaine avec des disciplines, avec un certain nombre de disciplines, et l'idée, effectivement, d'organiser des actions culturelles était important, d'autant plus important que je fais le lien. Alors ça peut paraître, j'allais dire, éloigné, mais c'est vraiment lié au sujet dramatique que vous avez soulevé, Madame la maire, et puis avec Madame Gali. Certes, c'est vraiment un fléau, et on sait qu'il n'y a pas de remède miracle à ces drames, mais comme je l'avais souligné lors d'un conseil municipal où nous avions déjà ce débat, je pense aussi qu'on souffre de manque de valorisation, justement, de familles, d'enfants qui s'en sortent par le sport, s'en sortent par la culture, s'en sortent par l'éducation, et aussi, il y a tout le côté, effectivement, répressif d'un certain nombre de fléaux, mais je pense que on a quand même quelques clés sur lesquelles il faut agir, et puis il faut que l'ensemble des institutions se mobilisent. Hier soir, j'étais à l'avant-première d'un film tourné à Marseille avec Calogero, qui traitait d'un autre fléau qui nous est malheureusement quotidien, c'est le harcèlement scolaire. Donc ça fait des tas de fléaux, mais on n'est pas démunis, et je répète que l'éducation, la culture, sur lesquelles d'ailleurs je pense que l'État devrait mettre aussi beaucoup plus de moyens, quand on voit les moyens qui sont destinés à l'armée, à la guerre, et si peu à la culture, je pense que ça fait défaut. Pour revenir donc au rapport, je voulais insister, effectivement c'est une deuxième répartition parce qu'on en a voté une première au mois de juillet.
Ça veut dire que sur l'enveloppe de 500 000 euros que met la ville de Marseille pour l'Olympiade culturelle, pour soutenir plus d'une trentaine d'associations et de compagnies, on a déjà réalisé 496 500. Et donc, dans cette enveloppe que nous allons voter de 65 000 euros, j'insiste sur une compagnie qui est proche, puisqu'elle est sur le secteur, sur le territoire, c'est Sudside. Sudside, qui est à la cité des Arts de la Rue, et puis le ZEF qui est non loin, même si effectivement sur carrément notre territoire, il y a une partie du ZEF avec la gare franche. Donc c'est vraiment une belle action qui prépare une année olympique. Je pense qu'on sera à la hauteur en tout cas du défi pour accueillir dans les meilleures conditions les disciplines olympiques et tout cet esprit de l'olympisme que je devrais résumer comme ça et qui est aussi en lien avec la culture, c'est le dépassement de soi et le respect des différences. Là, Madame Gali. Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean-Marc Coppola, puisque nous travaillons en binôme sur ces questions, notamment d'olympiades culturelles et qui sont aussi des olympiades sportives et culturelles et qui accompagnent le tout. Et c'est pour ça que comme on aura des olympiades marseillaises dans lesquelles nous sommes en train de travailler pour que l'ensemble de tous les territoires marseillais soient impliqués quelques jours avant l'arrivée de la flamme et que chaque territoire, chaque club sportif ou animation soit mise en place pour faire la fête dans Marseille et dans les quartiers. C'est d'expliquer aussi, alors c'est vrai que c'est une goutte d'eau par rapport à malheureusement ce qu'on vient de se dire et ça ramène, enfin ça éloigne tellement malheureusement de la réalité au quotidien, mais c'est aussi important que de faire s'évader les Marseillaises et Marseillais qui ont aussi besoin qu'on leur amène aussi de la gaieté, qu'on leur amène de l'espoir, qu'on leur amène aussi tout ça. Et c'est notre rôle d'élus, d'institutions, de pouvoir le faire. L'arrivée de la flamme, elle viendra aussi, bien sûr, sur les 15-16. Donc, c'est programmé. Chaque secteur aura à un moment l'étape de l'arrivée de la flamme. On organisera, et il y a une réunion bientôt qui se tiendra avec l'ensemble des maires de secteur pour qu'on puisse voir justement qu'est-ce que vous avez envie et chaque mairie de secteur pourra faire des propositions, sera force de proposition pour imaginer l'animation et la mairie centrale apportera son soutien puisque en l'occurrence il s'agit d'une délégation que je porte, en tout cas n'apporteront le soutien pour permettre à tous les Marseillais de cheminer ensemble et se retrouver à la fin, donc c'est le 8 et le 9, l'arrivée le 8 bien sûr c'est sur le Vieux-Port, mais le 9 c'est une journée pour tout Marseille et le soir avec une descente au flambeau qui descendra de Notre-Dame de la Garde avec tous les Marseillaises et Marseillais qui le souhaitent pour accompagner jusqu'au tour du Vieux-Port et avoir un moment de communion si je peux dire ça comme ça, mais en ce moment on est dans le temps, voilà, c'est partie de l'air ambiant, mais tout simplement de tous les Marseillais. À jamais les premiers, et j'espère que oui, pour l'arrivée de la flamme, on dira à jamais les premiers pour Marseillais et surtout ces quartiers nord. Est-ce qu'on m'entend? Tout le monde m'entend? Bon, c'est essentiel. Oui, effectivement, Monsieur Coppola, vous avez raison, mais ça fait partie justement, ces dispositifs font partie justement de ces dispositifs de prévention en direction de la jeunesse. Il y a notamment dans cette délibération, alors évidemment, vous avez parlé du ZEF, qui fait effectivement un travail formidable, et notamment en collaboration avec l'école du Plan-d'Ao, il faut le souligner. Mais il y a aussi la compagnie Grenade, qui est une compagnie aixoise, une compagnie de danse de très grande qualité, mais qui accueille des jeunes de la Bricarde, de la Castellane. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on arrivera à tirer le secteur vers le haut. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, on ne nous parle que de mixité. Mais il faut créer les conditions pour créer la mixité. Et justement, ce genre de dispositif qui permet justement aux jeunes de la Bricarde, de la Castellane, du Plan-d'Ao, d'aller sur Aix, de s'entraîner, de répéter sur Aix et de se produire via la compagnie Grenade, c'est de cette manière-là aussi qu'on arrivera à accompagner ces jeunes pour qu'ils ne soient pas happés par la rue. Sur la question de la flamme, Madame Gali, je suis ravie de savoir que tous les maires de secteur seront associés et qu'elle passera par le 15-16. Moi, tant que vous ne me demandez pas de courir en portant la flamme, tout va bien. Donc, bien évidemment,
Non, non, ce sera pas long, mais bon, je ne suis pas une grande sportive, vous le savez. Mais pour autant, trêve de plaisanterie, bien évidemment, on se satisfait de toutes ces annonces et qui permettra effectivement de ravir les habitants du secteur. Alors, je mets aux voix le rapport. D'accord, tant que ce n'est pas moi, tout va bien. Alors, je mets donc aux voix le rapport 1, qui est contre, qui s'abstient, il est voté à l'unanimité. Le rapport 2, alors monsieur Ramdam, vous présentez le 2 et le 3, comme ça on votera le 2 et le 3 en même temps. Très bien, Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous. Sur le rapport 2, il s'agit d'attribution de subventions aux associations sportives. Il s'agit de la 4e répartition du budget primitif 2023. Concernant le rapport numéro 2, il s'agit donc d'attribution de subventions à des associations qui portent des initiatives en faveur des jeunes ou qui sont dirigées par des jeunes. On parlait de jeunesse. Je n'ai pas souhaité prendre la parole tout à l'heure, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je souhaite vraiment valoriser la jeunesse marseillaise et notamment via un projet, un rapport est prêt là-dessus, j'espère qu'on arrivera à le passer. C'est de valoriser les talents de la jeunesse marseillaise, ça s'appelle Place aux jeunes. Jean-Marc Coppola parlait de la valorisation de ce rapport. Ce rapport, il commence par le lancement de projets d'expression de valorisation des talents de la jeunesse marseillaise. Je lui en ai parlé et je souhaite que dans les 8 secteurs de Marseille, on puisse mettre en place ce projet et mettre en avant ceux qui réussissent, mais qu'on finisse ça, j'ai un rêve, je ne sais pas si on arrivera à le réaliser ou pas, qu'on finisse ça à l'Opéra de Marseille, parce que la jeunesse marseillaise doit se retrouver dans ce lieu emblématique. Valoriser la jeunesse, c'est important. Parler de la situation que vit la jeunesse marseillaise, c'est aussi important. Madame Gali l'a fait à juste titre, Madame le maire, vous l'avez fait, et chacun d'entre vous, lorsque vous avez présenté vos rapports, vous l'avez fait. Certains l'ont fait depuis un certain temps, d'autres les méprisaient et regardaient ailleurs. D'autres leur expliquaient que la jeunesse qui se tuait, elle se tuait entre eux, et c'était dans les quartiers nord. Aujourd'hui, ça touche toute la ville. Hier, c'était dans le 10e, hier, c'était dans le 16e, avant-hier, c'était dans le 10e. Ça touche toute la ville, mais ça touche aussi d'autres villes. On l'a vu, le jeune garçon de 10 ans. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on regardait Marseille avec mépris et qu'on disait qu'ils se tuent entre eux, on parlait en effet, Madame Gali, de règlement de compte et vous avez toujours combattu ce mot parce que ce sont des meurtres. Et ce que vous dites sur les traumatisés, c'est en effet des traumatisés de guerre parce que nous sommes en guerre. En période de Covid, nous étions en guerre, soi-disant, et des moyens ont été mis en place pour faire en sorte de pallier à ça. Alors, comment appelle-t-on des jeunes femmes, des personnes à la retraite, des enfants de 10 ans, de 14 ans qui meurent, si ce n'est pas un état de guerre? Alors, il faut rendre hommage aux associations qui sont souvent présentes lorsque ça se passe. Il faut rendre hommage à la DISPAV qui est présente à leur côté, mais il faut aussi proposer des solutions. L'État doit proposer des solutions à ça, et vous en avez parlé longuement, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je suis bien sûr favorable à ce que, en période où c'est qu'on utilise des armes de guerre, on doit répondre avec des personnes qui sont à la hauteur, c'est-à-dire l'armée. Et en termes de responsabilité aussi, des consommateurs, mais aussi des bailleurs. Parce que les consommateurs regardent ça de loin et se disent que si on légalise, peut-être qu'ils pourront l'acheter ça dans le petit tabac du coin. Alors qu'en réalité, c'est des drogues plus dures qui commencent à arriver sur notre territoire parce qu'on a parlé de légalisation. Donc certains ont un sujet bien tranché là-dessus, mais je veux être clair, moi en tant qu'élu à la jeunesse, je ne peux pas me réjouir de me dire que peut-être que si on légalise, ça s'arrêtera. Peut-être que si... En fait, c'est pas possible. Il faut responsabiliser aussi les bailleurs en faisant en sorte que ces jeunes qui veulent entreprendre dans les réseaux légaux, on puisse leur donner des locaux. J'ai appelé ça la responsabilité des bailleurs. On peut l'appeler comme on veut. C'est de la RSE en réalité. Et puis, on a des jeunes qui mériteraient d'avoir la possibilité de pouvoir entreprendre légalement. Parce que beaucoup, et ça, je veux terminer là-dessus, beaucoup de personnes parlent de taux horaire où ils gagnent 100 euros, 150 euros, etc. Alors que c'est faux. C'est ultra faux dans le sens où c'est qu'ils touchent moins qu'au taux horaire. Au taux horaire, ils touchent moins que le SMIC. Il faut arrêter de raconter que ces jeunes gagnent bien leur vie. Ils sont assis sur une chaise en plein cagnard ou en plein froid. Il faut arrêter de raconter que dans les quartiers, ces jeunes-là roulent avec de grosses voitures, etc. Donc je veux vous rappeler juste une chose, c'est qu'il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre. On a les services généraux les plus puissants au monde. Et si on veut trouver les armes dans ces cités-là,
on est en capacité de le faire. Je vous remercie. Ces 2 rapports ont reçu un avis favorable. Oui, compléter ce que vient de dire Eddie Ramdan aussi justement que ce qu'il a fait, c'est 2 choses. D'abord, j'ai pas voulu alourdir mes propos tout à l'heure sur ce que j'avais dit, parce que je voulais qu'un message clair passe sur la question des victimes, mais au-delà de ça, il faut travailler sur l'aspect psychologique de ces jeunes qui considèrent aujourd'hui qu'ils se décrivent, hein, ils se qualifient comme nos futurs. Quand on a 20 ans, quand on a 15 ans, 16 ans, et qu'on considère... Oui, NO, bien sûr. Nos futurs. NO, bien sûr. Et c'est d'expliquer, mais je crois que ça, tout le monde l'avait compris. Et quand un jeune, finalement, il s'imagine qu'il n'a pas de futur, qu'il n'a pas d'espoir, qu'il ne se voit pas dans le futur, il n'y a rien de pire, finalement. Finalement, il n'y a plus rien qui l'arrête. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que sa propre vie ne compte plus, c'est-à-dire qu'il a déjà intégré le fait que sa vie sera courte. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Mais comment que les choses commencent? Elles commencent, et c'est pour ça que sur la question de la jeunesse, et moi, je sais que peut-être je vais faire frissonner, mais je pense que c'est pas grave. Parce qu'au vu de ce que... Je pense que le frisson ne sera jamais aussi grand que ce qu'on vient de vivre encore cette nuit avec la mort de cette dame et de ce jeune homme. Mais donc les autres, ces frissons, c'est rien, c'est doux à côté. Quand on est à l'école primaire, et dès l'école primaire, au collège, et que, c'est vrai, quand ils sont sur la chaise, je suis d'accord, ils ne gagnent pas des 1000 et des 100. Il faut arrêter de croire qu'ils sont tous millionnaires. Voilà, ça se saurait. Hein, voilà. Et que des fois, c'est pour aller manger une glace, c'est pour aller boire un café, comme a dit Madame Boulinseur. Mais des fois, c'est pour s'acheter le t-shirt à la marque de mode, le pantalon, le vêtement, le survêtement. Ben, c'est là aussi. Peut-être, moi je le dis, vous savez, comme ma position a toujours été la même, j'ai rien inventé. Oui, je suis pour l'uniforme à l'école. Et moi, je voudrais que dans les 15-16, nous soyons force de proposition et que nous proposons d'être aussi, pas toutes les écoles, mais peut-être pilotes sur les écoles qui seraient volontaires, d'accepter de l'être. Parce que je pense que nous avons ici, pour certains qui ont à peu près ma génération, vécu... Oh, ça va, monsieur... oui, plus vieux que moi, d'accord. Ce caso-là, on rate pas une. Hein. Et c'est la question du tablier. On a tous eu le tablier, on n'a jamais eu honte d'avoir un tablier. Hein. Voilà. Donc, franchement, on n'est pas mort parce qu'on a eu le tablier. Non, non, on avait le tablier, tu es contente avec le prénom. Voilà, on était quelqu'un, on existait, on avait un tablier. Et la question pour nous de vêtements, elle n'existait pas. La question économique aussi, parce que c'est aussi une question économique. Bien sûr, il faut que ce vêtement et cet uniforme, ou peu importe comment on le décrit, soit pris en charge par les pouvoirs publics, par l'État. Je considère que l'État doit financer l'achat des uniformes, ça va de soi, parce qu'il n'est pas question que les familles déboursent 1 centime d'euro pour cela. C'est important, mais moi je suis sûre que ça fait aussi partie, je ne dis pas que c'est que ça, hein, parce que c'est la question du décrochage scolaire. Comment on accompagne des familles qui sont aujourd'hui en détresse? On sait qu'on a des familles monoparentales de plus en plus dans notre territoire. Et on le voit tous les jours. On a des gens qui viennent vous demander des logements parce que des femmes qui sont maltraitées par leurs conjoints, qui ont envie de sortir, le nombre de mamans et de parents qui veulent sortir de la cité pour protéger leurs enfants. Et elles n'y arrivent pas parce c'est des prisons à ciel ouvert. On les a emprisonnés, ils sont assignés à résidence. Et moi, tous les commentateurs de télévision, de toutes les télés, là, voilà, qui font des commentaires des fois, ou les élus, certaines qui font des commentaires aussi, c'est de leur dire, écoutez, venez, mettez vos enfants, vivez dans une cité, vis ma vie. Ça existe, là, l'émission, vis ma vie. Vis ma vie, voilà. Et puis, on verra si vous serez en capacité, vous, de protéger ou de faire en sorte que votre enfant ne puisse pas, finalement, à un moment, déborder. Parce qu'il y a des parents qui veulent aussi le bien pour leurs enfants. Ils sont largement majoritaires. Il faut les accompagner. Vous avez des gens qui sont malheureusement en situation aussi de détresse économique, qui sont en situation de détresse psychologique. Combien de fois nous avons vu des mamans disant mon fils il a des problèmes de schizophrénie, des problèmes, il est en dépression, il est ceci. Jamais cela n'est traité. C'est-à-dire la question de la santé mentale n'est pas traitée ni dans les collèges, ni dans les lycées, nulle part. Et ça aussi, ça fait partie du fait que tout simplement on a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres. On les connaît, on peut le savoir, on peut le détecter parce que s'il y avait des assistantes sociales,
comme c'était le cas par le passé, qui viennent accompagner les familles quand elles en ont besoin, qui viennent aussi vérifier que les familles sont en capacité, si elles ne le sont pas, de quelle façon on peut les accompagner pour rectifier le tir d'une façon ou d'une autre. C'est de faire en sorte d'avoir des médecins scolaires qui soient dignes de ce nom et qui soient en nombre suffisant pour vérifier aussi quel est l'état d'esprit, les questions de santé, comment ça fonctionne. Un enfant qui ne mange pas quand il est petit, qui n'a pas le petit déjeuner parce qu'il n'y a pas assez de quoi manger à la maison, qui a le seul repas de la cantine, et on l'a vu notamment pendant la période du Covid, on a pu voir malheureusement tous les maux que vivaient ces territoires. La dénutrition, la malnutrition, qui est une réalité. La question notamment du diabète, la question aussi du fait de tout simplement des décès dans ces territoires, on le sait, les études le montrent, on est aujourd'hui à la pointe malheureusement de tout cela. Eh bien, comment on traite cela? Comment on fait que ces logements, comment on fait que quand une famille demande à pouvoir partir parce qu'elle est menacée, et que personne ne fait rien, et que les gens sont obligés de vivre dans la terreur, alors où ils deviennent eux-mêmes des terroristes, des délinquants, ou alors eh bien, ils subissent ces deux solutions. Donc l'autodéfense, finalement, on les amène à faire de l'autodéfense. Et sauf que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas armés au sens propre du terme, voilà, pour malheureusement subir cela. On n'est pas tous, et c'est normal, l'être humain, il n'est pas fait pour subir du matin au soir. Et ces enfants dans les quartiers qui vivent toute la journée avec des bruits de Kalachnikov, toute la journée avec des balles qui fusent partout. Comment voulez-vous vivre tranquillement? Comment voulez-vous réussir scolairement quand vous êtes vous-même terrorisé, apeuré quand vous rentrez de l'école, et ne pas avoir la liberté de pouvoir vous amuser 5 minutes devant chez vous, comme on a plus tous le vivre, comme on a pu tous le vivre. Et c'est pas une question forcément de misère, c'est une question de comment la société accompagne cela. Quand tout l'été, il n'y a pas de colonie de vacances, moi je suis pas pour qu'on donne 200 €, c'est qu'on permette aux centres sociaux d'avoir les moyens d'organiser toute l'année des activités pour prendre cette jeunesse et ne pas la laisser malheureusement aux mains des dealers qui eux-mêmes organisent, je dirais, l'animation de ces quartiers à travers plein d'activités qui vont mettre en place dans les cités. Eh bien c'est tout ça, parce que finalement les pouvoirs publics, ils ont libéré, ils ont accepté des choses qui étaient inacceptables. Et quant aux bailleurs, t'as raison, il dit. Aussi leur part de responsabilité. Parce que quand vous, collectivité, des associations, je dirais, qui déclaraient, va demander des autorisations pour faire telle ou telle manifestation, c'est le parcours du combattant. Ah, par contre, les dealers, quand ils vont organiser quelque chose, ne demandent rien à personne, hein. Pas d'autorisation, rien du tout, ils font comme ils veulent. Ben, il y a un problème quand même, il y a un petit sujet. Et là aussi, il y a pas mal de locaux vides. Il faut que ces locaux puissent être des locaux mis à disposition de jeunes qui veulent entreprendre, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de payer des loyers, ou en tout cas de payer des charges. Et ça peut être aussi du coup des lieux de partage où on va pouvoir justement s'initier et avancer. Donc, je le dis, on est dans une situation qui est plus que préoccupante. On le voit partout en France. Certes, à Marseille, partout en France. Parce que, bien sûr, comme j'avais dit, aucun territoire ne sera épargné. Et comme j'avais déjà dit en son temps, à l'époque, à M. Gaudin et sa majorité, en disant, si vous croyez que ça va rester dans les quartiers nord, vous vous trompez. Voilà. Ben, c'était une réalité, hein. Voilà. Et quant à la question de savoir si ça allait rester qu'à Marseille, là, pareil, idem. Donc, comment on a tous... Et la question de la jeunesse, elle est au cœur. Elle est centrale. Moi, je veux bien qu'on se préoccupe de la tenue vestimentaire, de la baya, tout ça, mais est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui dans nos quartiers? Je ne sais pas. Moi, sur ça, je me pose vraiment des questions. Pourquoi on rate? Et parce que tout ça aussi, ça montre aussi à quel point on se détache de ce que vivent les gens au quotidien. Voilà, on parle d'une tenue vestimentaire. Après, je n'ai pas les mêmes raisons pour la question de l'uniforme. Hein, je ne partage pas les mêmes raisons. Hein, c'est pour d'autres raisons. Mais comment on fait pour que cette question-là, quand on fait une rentrée scolaire, la seule préoccupation, c'est de savoir comment les jeunes filles vont rentrer habillées à l'école. Ben, moi, ce n'est pas ça ma préoccupation. C'est de savoir comment ils vont réussir, comment on va pouvoir faire en sorte qu'on ait des bacheliers, des gens qui vont réussir, qui vont avoir un Parcoursup aussi, parce qu'il faut le dire, un Parcoursup, puisqu'on parle de jeunesse, à qui il faut savoir que le Parcoursup, il est complètement défavorable
pour les jeunes de ces quartiers, parce que quand vous, je dis tout simplement, même infirmier, vous voulez faire une école d'infirmière, on vous envoie à Lille. Mais comment voulez-vous que les familles, elles puissent payer un logement à Lille, payer des hébergements, payer la bouffe, tous les frais, alors qu'il y a des possibilités d'être dans une école d'infirmière ici à Marseille? Mais c'est une aberration, ça. Ça, c'est une aberration. Et du coup, vous avez des jeunes filles, des jeunes garçons qui renoncent parce qu'ils n'ont pas les possibilités de le faire. Donc, c'est ça. Et le Parcoursup, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, Parcoursup, c'est pour sortir une catégorie de la population qui, malheureusement, ne peut pas prétendre parce qu'ils ne peuvent pas économiquement se déplacer et aller ailleurs que dans leur ville pour des questions économiques. Par contre, de l'autre côté, vous avez ceux qui peuvent, et tant mieux pour eux, payer des écoles privées, payer des filières privées qui vont amener à une professionnalisation. Donc, je crois que la question, là, elle est large, on le voit, mais c'est important, je me suis permise parce que c'est important de compléter, qu'on n'ait pas le sentiment qu'on reste que sur la question répressive, mais tout simplement une vision. Aujourd'hui, je considère que ce que proposent les gouvernements, ils sont à côté de la plaque, ils n'ont rien compris. Merci, Madame Galine. Une fois de plus, vous avez été clair. Monsieur Espinoza, et s'il n'y a pas de prise de parole, je reboucle. Oui, et je ne pensais pas intervenir, mais je me suis dit que c'est trop fort pour pouvoir intervenir. La première, je suis à plus de 1000 animations dans les écoles, collèges et lycées. Et je peux vous dire une chose, que ça va peut-être pas avec les paroles qu'on entendait avant. Pendant ces 1000 écoles que je vis à Marseille, dans différents quartiers pauvres, riches et tout, j'ai vu une richesse incroyable de la jeunesse, une richesse incroyable des collèges. Je ne suis pas contre ce qui s'est dit avant. Hein. Je veux juste affirmer quelque chose. Vous savez que Marseille, c'est vraiment une ville que si, même avec peu de moyens, je ne savais pas comment, il n'y avait pas la révolution. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse que 99,19% de la population, il est magnifique. Ça marche très bien. Les gens arrivent à vivre ensemble d'une façon avec tous les types de gens, chiliens, arabes, français, tous les types de gens. Et je trouvais que ça, c'est une richesse magnifique. Et je trouve qu'il y a deux types de réponses pour ce qu'on vient d'entendre. Il y a les paroles, des fois qu'on va parler, on va répéter certaines choses, la souffrance et la colère, comme Samia il a dit, parce qu'il faut avoir la colère aussi pour dire les choses. Mais je pense vous savez très bien que pour une part, on a les tours de répression, on va faire ça, et on va promettre la lune avec un militaire peut-être derrière chacun de nous, et ce n'est pas possible, on le sait. Et on va voir aussi l'autre solution, qui c'est mettre le paquet comme on est en train de le faire certaines fois, dans les sports, la culture, l'éducation. Et ça, peut-être c'est ça qui fait que Marseille n'a pas explosé avant. Et je pense que pour ces groupes de gens qui font, comme vous l'avez dit de façon très claire, il faut la sécurité. Donc tout le monde mérite la sécurité. Donc la jeunesse aujourd'hui, je finirai par là. Hier même, peut-être ça ne correspond pas, mais j'ai fait le parallèle. Le 11 septembre au Chili, ça fait 50 ans que j'étais torturé, que j'étais 40 jours en prison pour la folie d'une extrême droite. Et cette folie, si vous voulez, on peut régler les choses, mais non, on n'a pas réglé les choses. Donc, la répression totale pour rapport à des actes comme... Il faut faire attention que ça ne tombe pas, ces répressions, sur les mêmes qui souffrent. Et c'est ça mon problème. Mon problème, qui vient souvent la répression, ce n'est pas pour les gens qui crient, dire voilà, il faut réprimer tout acte qui est. Je suis d'accord. En même temps, il faut soutenir toutes ces associations, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, Madame le maire, comme vous l'avez fait, soutenir ceux qui sont juste la violence. Et l'État, comme l'a dit Samia, il y a une responsabilité importante, et cette responsabilité, il faut qu'elle soit assumée. Et c'est pour ça que je partage ce que vous avez dit, mais je voulais compléter pour dire que nos jeunes à Marseille, d'ailleurs je travaille au niveau avec l'UNESCO, avec la francophonie sur le problème de la jeunesse,
je peux vous dire une chose, que ce qui est en train de passer en France, à cause de tous ces problèmes économiques dans le monde entier, en Afrique, partout, il est en train d'avoir une pression que je peux vous dire une chose, que c'est très important, savoir l'espoir qu'on va vivre une vie qui vient. L'espoir, des fois, il est plus fort que ce qu'on fait. Mais l'espoir, il faut que quand nous, qu'on donne des paroles, on assume aussi de faire ce qu'on a promis. Voilà, c'est tout simplement ça que je voulais dire. Bon, je ne vais pas revenir sur les interventions des uns et des autres. Je vais essayer de reboucler et d'être synthétique. Vous avez été tellement détaillé que je vais essayer de... oui, effectivement, je pense que sur la question de l'aide de l'État, l'État doit venir clairement en renfort. Et on ne peut pas, à longueur de journée, Monsieur Attab Fadla, on ne peut pas, à longueur de journée, nous rappeler le plan Marseille en grand, bien évidemment, sur la question du transport, sur la question de l'école, où la ville de Marseille, je parle de l'ancienne mandature, a été défaillante sur une compétence qui est la compétence première de la ville, la maintenance des écoles. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'État soutient et nous l'avons tout fait. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire. Il faut que l'État continue à nous accompagner. Alors moi, je voudrais juste rebondir sur la question de l'éducation nationale. Oui, vous parliez de la Baïa, Madame Gali. Mais vous savez très bien que tout cela est calculé parce que pendant qu'on parle chiffon et notamment d'abaya, eh ben, on ne parle pas du reste, notamment de classe, notamment des professeurs qui sont en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire notamment chez nous, via une formation de 3 jours. Je le sais parce que mon fils était, voilà, en 3 jours, il était censé tout apprendre. Voilà. Donc, c'est aussi une réalité. Alors, ça raconte une semaine après la rentrée, on parle de la Baïa sur toutes les chaînes. Là, depuis la rentrée, on parle de la Baïa sur toutes les chaînes. Mais par contre, on ne nous parle pas des suppressions de postes. On ne nous parle pas des professeurs qui sont absents, qui ne sont pas remplacés. On ne nous parle pas des fermetures de classes. Alors voilà, donc tout cela est calculé de la part du gouvernement, mais c'est à nous aussi de le rappeler. C'est important de le rappeler. Et ce que nous voulons ici, dans ces quartiers nord de la ville, ce que nous voulons pour Marseille, c'est des moyens qui sont comment dirais-je, octroyés au lycée, au collège, aux écoles. C'est ce dont nous avons cruellement besoin sur le territoire. Et on n'est pas... J'ai l'impression d'être à la Fashion Week en ce moment. On ne nous parle que de chiffons. Voilà, nous, les chiffons, mais on va se dire les choses. Les chiffons, ça n'est pas notre problème. Et vous vous rendez compte, on est là à savoir si le kimono, on peut l'associer. Non, mais ça devient schizophrénique. Soyons sérieux, ça n'est pas digne du gouvernement, ça n'est pas digne du ministre de l'Éducation nationale. Et il ferait mieux de s'atteler aux vrais problèmes et aux problèmes qui touchent les écoliers, les collégiens, les étudiants et les lycéens. Quant à Parcoursup, alors vous avez été plus modéré que je vais l'être à Madame Gali. Le Parcoursup, pour moi, c'est une usine à gaz. Parce que le Parcoursup, par définition, c'est le passeport qui vous permet d'accéder aux études supérieures. Et ici, à Marseille, dans les quartiers nord de la ville, l'Éducation nationale, le passeport aux étudiants pour qu'ils accèdent aux études supérieures. C'est si simple que ça. C'est très, très simple. Et on a eu de cesse de le répéter. Alors, ça s'est appelé Passerelle, ça s'est appelé Parcoursup. Enfin, vous savez, c'est comme beaucoup de produits marketing. On change de nom, mais c'est toujours le même produit. En nous expliquant que ça sera toujours mieux que le dispositif précédent. Mais en fait, on est toujours sur le même type de dispositif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est ça, c'est les ministres influenceurs. Moi, j'ai l'impression que c'est le club Mickey. Vous voyez, je vais être un peu plus dur que vous, Madame. Mais soyons plus sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont leur bac. On leur a fait croire depuis l'école maternelle que c'était le sésame, qu'il fallait qu'ils aient leur bac. On a mis en place des cours de, comment dirais-je, de soutien scolaire. Je salue notamment le travail de PACAM en direction des collégiens. On leur fait croire ça de 3 à 18 ans. Et quand ils ont 18 ans, qu'ils ont enfin le fameux sésame, le baccalauréat, ben on leur explique qu'ils vont rester sur le bas-côté de la route. Et on va leur expliquer qu'il faut qu'ils refassent leur demande à Parcoursup et que peut-être ils auront... Et ils le font pour certains. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des choufs, des dealers dans les cités. Hein. Arrêtons. Il y a aussi des jeunes
sortir, eh bien, oui, ils se trouvent un travail d'appoint pendant 1 an, où ils vont travailler au McDo. Je vais noter, je vais citer 2 fast-food pour pas être... En se disant, je referai. Et en janvier, ils refont leur demande. Et en juin, dès le mois, ils se rendent compte qu'ils sont encore sur le carreau. Et qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment? Pour n'importe quoi. Alors, je vais vous dire, moi je vais en profiter pour donner, transmettre un petit message à, comment il s'appelle, Gabriel Attal, c'est ça? Je ne l'ai pas encore bien enregistré. J'ai juste enregistré la question de la baille. Alors, au lieu de nous parler de chiffons, depuis quasiment 3 semaines, qu'il porte des réponses sur la question de Parcoursup, de réelles solutions. Monsieur Macron, si M. Macron veut que Marseille en grand soit réellement Marseille en grand, c'est mieux de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous parliez effectivement des infirmières, parce qu'aujourd'hui, c'est une filière qui est en recherche de candidats. On le sait très bien, pour avoir rencontré le directeur général de la PHM, aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de Marseille, que ce soit des cliniques, des hôpitaux, ils sont en manque cruel. C'est là où on voit quand même jusqu'où va la schizophrénie, où on manque cruellement, et d'être surtout d'infirmières. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir des classes? Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir des classes? Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir, d'augmenter le nombre de classes sur Marseille et sur les Bouches-du-Rhône? Parce que vous parliez de Lille, ça c'est dans le meilleur des cas, Madame Gali, quand ils ont une place sur Lille. Parce que les parents s'organisent malheureusement, et font des prêts étudiants qui pénalisent les enfants pour pouvoir aller sur Montpellier, sur Nice, en région parisienne. Mais qu'est-ce qu'on fait en région PACA? Qu'est-ce qu'on fait sur Marseille pour essayer d'ouvrir des classes supplémentaires? Eh bien non, on ne les ouvre pas. La Capelette, depuis 20 ans, il y a 120 places d'infirmières. En première année, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Sur les Flamands, Madame Furas, je crois que c'est 120 places aussi. Voilà. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que dans les quartiers, sur la ville de Marseille, qu'est-ce qu'on a comme place en première année d'infirmières? Mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de régler le problème? On ne fait rien. On nous parle chiffon. Alors moi, vous savez, je ne suis pas une fashion victime, donc je n'ai pas pour habitude de parler de chiffon, mais j'aimerais qu'on m'apporte des réponses sur ces questions-là, et notamment sur la question de Parcoursup. Parce que chaque année, au mois de mai, moi, j'ai une angoisse que même pas imaginer. Mon bureau, mais comme beaucoup d'élus ici, le choix, il n'a pas été... De quoi on parle quand même? Soit ciblé, hein? 40, voire 45 filières. Et on se satisfait. Ah oui, il y a des enfants qui sont restés sur le carreau. Non, je ne me satisferai pas de ça. Je ne suis pas fataliste, je n'ai pas commencé à l'être à mon âge, et on ferait l'État d'apporter. Et j'ai envie de dire sur les centres sociaux, Madame Gali, nous qui avons connu les centres sociaux, j'ai envie de dire revenons aux fondamentaux, l'éducation populaire, comme nous l'avons tous connu ici, qui nous ont permis de découvrir la mer, qui nous ont permis de partir en colonie de vacances, qui nous ont permis d'avoir accès que nous n'aurions jamais pu avoir quand nous étions dans notre cité, parce que nous sommes aussi des enfants de... Nous en sommes sortis, si on peut le dire, parce que c'est toujours difficile de dire si on s'en est sorti ou grâce aux centres sociaux, c'est grâce à l'éducation populaire. Et il faut revenir au fond. C'est comme le tramway, Madame Gadi. Le tramway, très bien, il y a 50 ans, on revient. Donc ce sont les fondamentaux. Alors peut-être que sur la des centres sociaux, peut-être que sur la question de l'éducation populaire, il faut revenir. Enfin, voilà. Donc, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses très clairement, mais je pense qu'il va falloir quand même mettre aux voix ces rapports. Et j'en profite pour dire que sur l'un des 2 rapports, Ramdan qui me le faisait, il y a subvention à l'association Le Sel de la Vie. Je vous rappelle que médecine, pour les étudiants, infirmiers, kinés, c'est une prépa qui est complète. Quand c'est qu'une prépa moyenne entre
et qu'aujourd'hui, cette prépa a un taux de réussite qui est supérieur aux prépas privés, que ce sont des enfants des quartiers nord qui sont à l'initiative de cette association. Et je voudrais les saluer, notamment Aïssa, qui font un travail formidable et qui accueille encore cette année, je crois, 120 jeunes de mémoire, toutes filières. Donc, on voit ces rapports. Je ne sais même plus où je suis tellement... Rapport 2, merci monsieur le DGS. Rapport 2, qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour 3, qui s'abstient? Qui est contre? Vous abstenez. Très bien. Et donc, à la majorité. Le rapport 4, si je suis tout, c'est Madame Naïtali, c'est ça? Oui. Naïtali. Bonjour à toutes et à tous. Madame le maire, je présente le rapport numéro 4. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe La ville plus juste, plus sûre et plus proche, Direction de la prévention et de la protection. Elle concerne l'attribution de subventions pour des actions de prévention dans le cadre de l'appel à projet Prévention des comportements à risque. Monsieur le maire, sur la proposition de Madame la conseillère déléguée à la prévention des conduites à risque chez les jeunes et à la médiation sociale, soumet au conseil municipal le rapport suivant. Concernant plus précisément la prévention de la délinquance juvénile créée au sein du Conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation, une instance dédiée dénommée Commission mineure, qui a érigé au sein de la priorité, au rang de la priorité de la prévention des comportements à risque chez les jeunes, au travers de l'appel à projet clos le 21 juillet 2023, de soutenir financièrement les projets associatifs qui ont pour objectif de prévenir les comportements déviants chez les jeunes et d'éviter qu'ils ne s'adonnent à des conduites à risque. Une attention particulière a été apportée aux actions de prévention des ruptures éducatives, de prévention de l'entrée des jeunes dans les trafics et de prévention de la prostitution des mineurs. Dans ce rapport sont nommées 7 associations, dont une dans le 15-16, association toujours plus haut. Je vous propose de voter favorablement ce rapport, s'il vous plaît. Merci, Madame Naïtali. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, vous avez... Je vous en... Qui est contre? Qui... Alors, bonjour à toutes et à tous. Je présente un rapport de Monsieur l'adjoint en charge du lien social, de la vie associative des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine. C'est une attribution de subventions à des associations d'intérêt social. On est sur la 3e répartition. La ville a décidé d'aider certaines associations qui, dans notre cité, œuvrent en faveur des Marseillaises et des Marseillais en s'investissant dans les domaines variés tels que le soutien moral aux personnes hospitalisées, par des visites ou des activités adaptées, l'alphabétisation et l'apprentissage de la langue française aux personnes désireuses de s'intégrer dans la vie de la cité, les projets sociaux sportifs en faveur des jeunes et moins jeunes, les projets visant à favoriser l'intergénérationnel et les manifestations festives et animations multi-activités. Donc, dans notre secteur, l'association concernée est le Rocher, Oasis des Cités, qui se trouve au 527 chemin de la Madragueville, à côté du lycée Saint-Exupéry. Donc, le Rocher, Oasis des Cités est une association catholique d'éducation populaire vivant au cœur des cités afin de mettre en place des actions éducatives, sociales et culturelles. Savoir que les responsables de cette association sont à la base pas marseillais, mais ils ont décidé de s'implanter dans le quartier de Campagne-l'Évêque, donc c'est Arthur et Tiffaine Bello, pour justement comprendre les problématiques que l'on rencontre dans les quartiers, à savoir par exemple les problèmes d'ascenseur, les problèmes de propreté, les problèmes justement de ce dont on parlait tout à l'heure, des trafics. Leurs actions sont donc l'accueil de loisirs, l'accompagnement de la scolarité, l'animation de rue, les visites à domicile, le café des femmes et l'accueil de la maison des familles. D'ailleurs, le mardi, ils reçoivent les personnes. L'atelier de langue française et l'accompagnement à l'insertion et les camps et séjours. On en revient justement à ces soutiens qui peuvent permettre justement
de faire qu'on réduise ces meurtres. Parce que moi aussi, je suis complètement d'accord. On ne peut pas qualifier ça comme des règlements de compte. On est sur des meurtres. Et c'est vrai que par ces associations qui s'imprègnent dans les quartiers dits populaires, qui essayent de trouver des solutions, on permet justement de régler pas mal de problèmes. Alors, comme vous disiez, Madame Boulinseur, je suis complètement d'accord. Il faut donner des moyens à ces associations parce que ce n'est pas évident et qu'il y a quand même besoin de pas mal d'appui. Donc, bien évidemment, je dis avis favorable. Merci, Madame Soye. Pour un travail au plus près des habitants. Sabrina, je les ai reçus avec Sabrina Hout de mémoire. Oui, il faut un travail formidable. Ils sont en immersion, hein, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, nous avons décidé de travailler en collaboration avec eux via le dispositif Oxygène pour justement permettre aux familles de sortir de la cité, là en l'occurrence de la cité Campagne-l'Évêque, puisque j'ai envie de dire que c'est leur champ d'intervention premier. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 6, c'est de nouveau Madame. Alors, ce rapport est proposé par Monsieur l'adjoint en charge des finances, des moyens généraux et du fonctionnement des services et de l'administration municipale. C'est pour un renforcement de l'action sociale de proximité portée par le CCAS, abondement de la subvention annuelle. Donc, dans la continuité de l'opération Solidarité Famille, qui lui a permis d'apporter une aide exceptionnelle à près de 2500 familles monoparentales en grande précarité, la ville a souhaité développer une réponse pérenne aux besoins de soutien des familles plus vulnérables dans les quartiers les plus sous-dotés en matière d'action sociale de proximité, avec le soutien de l'État, obtenu dans le cadre de l'appel à projet Territoire Zéro, non-recours au droit. La ville va développer dans le 3e arrondissement en lien avec le CCAS un dispositif partenarial de repérage et d'intervention sociale destiné à faciliter l'accès aux droits des familles marseillaises qui préfigurera l'implantation pérenne d'une nouvelle agence du CCAS dont l'offre de services et des modalités d'intervention seront profondément rénovées et mises en œuvre en lien étroit avec les partenaires du territoire. Ce nouveau dispositif s'appuiera sur la constitution d'une équipe dédiée de travailleurs médiateurs sociaux. Afin d'initier la mise en place du dispositif, il est proposé au conseil municipal d'attribuer au CCAS une subvention de 500 000 € financée par l'État dans le cadre de l'appel à projet Territoire Zéro non-recours, couvrant le recrutement du chef de projet de l'équipe dédiée. Il est également proposé au conseil municipal d'attribuer au CCAS une subvention supplémentaire de 100 000 € en vue de préfigurer le déploiement d'un dispositif similaire dans le 15e arrondissement à l'horizon 2025. Mise en place d'une coordination partenariale de recrutement de 2 équivalents temps plein de travailleurs sociaux en 2024. L'attribution de ces subventions ne nécessite pas l'inscription de nouveaux crédits en décision modificative des crédits non engagés par la direction de la santé et des affaires sociales pouvant être utilisés à cet effet. Donc là aussi c'est pareil. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice du CAS l'année dernière. Ils font un travail remarquable. C'est vrai que le territoire est assez étendu parce que c'est le territoire le 13e, le 14e, le 15e et le 16e. C'est quand même un territoire, on l'a dit avant ça, qui a pas mal de difficultés. Et donc, c'est une bonne chose qu'on puisse appuyer le CCAS des quartiers nord de Marseille, qui se trouve au 151 boulevard Daniel Casanova dans le 14e. Et donc, bien évidemment, je dis oui pour l'attribution. Merci, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Madame Gali. Attendez, Madame Gali. Moi, je vous entends, mais pas tout le monde vous entend.
Non, d'abord, saluer le travail que fait Audrey Garino sur cette question qui n'est pas simple, hein, au vu de plus en plus la question économique fait que malheureusement, et je sais combien d'ailleurs Marguerite Pasquini pour le 15-16 et pour Marseille, combien elle accompagne aussi dans le cadre du CCAS ces questions. Nous sommes dans le CCAS, est en train de changer de forme. C'est plus le même CCAS qu'on a connu par le passé, tant mieux. Voilà. C'est un CCAS qui est au plus près des populations. C'est un CCAS qui va chercher, cibler, accompagner. C'est important. Quand il y a eu la canicule cet été, moi, je voudrais saluer le travail qu'ont fait les salariés du CCAS qui ont appelé. D'ailleurs, il y a un très beau reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui avait été fait sur ces salariés qui tapaient aux portes, qui amenaient des kits aux personnes âgées partout dans Marseille pour vérifier justement, pour ne pas les laisser dans l'isolement le plus total. Et ça, voilà, avec une veille qui a été mise en place. Il faut savoir que nous travaillons aussi dans le cadre de la rénovation urbaine avec Audrey Garino sur la question notamment du logement senior, merci, social, qui serait complètement géré par le CCAS. Le CCAS est en train de travailler à une structure qui sera du logement senior géré directement par le CCAS, comme peut l'être n'importe quel bailleur. Ça devient finalement avec une création quasiment d'un mini-bailleur sur ces questions-là. Donc, moi, je le dis, oui. Et cette question qui vient de poser Mme Shahidati Souidi, c'est une question sur l'ensemble de la ville et qui ne s'est pas lié seulement au 3e arrondissement, mais c'est bien sûr tout Marseille qui sera ensuite irrigué de ses besoins parce qu'il n'y a pas une pauvreté à un endroit et pas à un autre. Donc c'est l'ensemble de la ville, bien sûr, qui est impacté par ce projet. Madame Pasquini, très bien, allez-y. Alors, si vous me le permettez, Mme Gali, juste pour ce que vous venez de souligner, on nous avait supprimé l'antenne en son temps, et donc on n'avait plus nos seniors ou les familles monoparentales doivent aujourd'hui se déplacer jusqu'au boulevard Daniel Casanova, au 122. Alors, depuis, il y a, bien sûr, on n'est là que depuis 3 ans. Hein, tout le monde nous dit, vous n'allez pas vite ici et là, mais on n'a pas la baguette magique. On est contraint aussi à une réglementation et qui fait. Oui. Donc, du coup, moi, je peux déjà vous annoncer, et vous le savez, Madame le maire, qu'il y a une étude, vous y avez participé, une étude de faisabilité de création d'un centre CCAS. Et moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait aussi ce qu'il y avait avant, l'idem de ce qu'on avait avant, la réplique de ce qu'on avait avant à Saint-Louis, avec un lieu convivial en plus. Donc voilà, et on sera vigilant là-dessus. Et je pense que nos seniors, nous remercierons tous ensemble. Voilà, merci. Merci, Madame Pasquini. Oui, bien évidemment, nous... Très bien, Madame Gali. Oui, effectivement, mais vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Alors, vous voulez que je le dise? Très bien. Donc, la première résidence sera dans le 15e. Effectivement, le CCAS. Ben, nous qui avons grandi dans ces quartiers, oui, on a connu et on a bénéficié du CCAS. Hein. Tout le monde se regarde. La pâte de fruits, le carton, voilà, on s'en rappelle tous les uns et les autres. Bon, on sent que ça a marqué Madame Gali. Elle se rappelle de la pâte de fruits et de... Bon, alors je ne parle pas pour vous, mais pour certains, on voit bien qu'on a quand même bien profité du chocolat et de la pâte de fruits. Bon, plus sérieusement, effectivement, on a besoin d'avoir une antenne sur le 15e, on a besoin d'avoir une antenne notamment sur Saint-Louis. Il faut que ce soit sur Saint-Louis pour des raisons évidentes et voilà, tout simplement normales. Parce que c'est l'endroit qui est aujourd'hui le mieux desservi et puis qui touche une population qui est très importante. Évidemment, Madame Pasquini, nous comptons sur vous, bien évidemment, et sur chacun d'entre nous pour faire en sorte justement que ce point CCAS, si je peux me permettre de le décrire comme ça, renaisse de ses cendres sur le territoire. Je mets aux voix... pas les pâtes de fruits, mais le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité.
Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, donc ce rapport concerne l'acquisition en VFA de 32 logements collectifs sociaux en PLUS, en PLAI et en PLS sur le 15e arrondissement et notamment sur la ZAC des fabriques ILO 5B 3A. Donc c'est un avis favorable. Parfait, Madame Furas. C'est clair, c'est net, c'est succès, c'est très bien. Oui, effectivement. D'ailleurs, on a livré, je dirais, il y a déjà des occupations sur les fabriques, puisqu'on a eu des attributions via une commission d'attribution qui a eu lieu début septembre. Voilà, c'est un secteur qui est en construction, en devenir. Monsieur Pastor, vous vouliez prendre la parole? Ah, je m'excuse. Normalement, vous ne la prenez pas après moi, mais comme je ne vous ai pas vu, je vous donne la parole. Merci, Madame le... juste pour revenir sur... Allô? Oui. Sur le projet des fabriques, c'est une... c'est effectivement un projet qui vient compléter l'expérience urbaine qu'est Smartseille juste à côté, où je rappelle que il y a l'école Allard qui a été créée, qu'on a des bureaux de la ville de Marseille, qu'il y a FreePro qui s'est installé et qui aura bientôt un centre d'appel qui est pourvoyeur d'emploi, une conciergerie, aussi des commerces de proximité avec une boulangerie et un commerce d'esthétique qui s'est installé dans un périmètre qui, je le rappelle, est en voie de développement, avec le tramway qui est en train d'être fait. En tant qu'élu aux commerçants, j'accompagne notamment les commerçants sur l'indemnisation liée aux travaux, puisque bon, ça crée effectivement des nuisances, mais on sait qu'au final, ça sera notre secteur qui sera gagnant. Je rappelle qu'il y a une passerelle qui a été inaugurée sur la rue Lyon récemment pour que la station GEZ soit désenclavée, et que régulièrement la mairie des 15-16 organise des fêtes de quartier. Nous avons créé des aires de jeu sur cet espace et nous avons cet été rénové grandement l'école à Rembachas, qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, on a des élus des 15-16 entièrement engagés, que ce soit ici ou à la ville de Marseille, pour le bas du 15e arrondissement. C'est notre... C'est aussi le plus... Pas le plus actif, mais c'est normal. Il est plus jeune que nous, donc il est plus vif que nous. Il est plus rapide. Il est plus rapide, mais bon, Voilà. il faut tenir. Hein, c'est qu'il faut... La politique, c'est une course d'endurance, pas de vitesse. Donc il faut tenir sur la durée. Allez, Madame Gali. Il a plein de qualités, mon Romain. Non, d'abord, juste pour compléter ce que vient de dire Monsieur Pastor à juste titre, et c'est bien de le rappeler, parce que ici, nous essayons au quotidien de faire en sorte que soit la ville de Marseille et à la mairie de secteur, main dans la même, pour qu'on arrive tout simplement à tirer vers le haut nos quartiers. Je vais d'abord dire que la médiathèque qui va être aussi sur Capitaine Gèze, ce sera 3000 mètres carrés. Donc ce sera une grosse, grande médiathèque. C'est un choix. C'est un choix. Ce sera une des plus grosses de Marseille, c'est important de le dire, avec à l'intérieur des studios d'enregistrement, de la possibilité des arts autour du hip-hop, voilà, donc on aura une spécificité sur ce territoire, c'est important, ça veut dire que, vous voyez, en termes de jeunesse, en termes de tout ce qui pourra se faire, c'est important, ça va être une vraie attractivité sur le territoire. Tout va être, nous allons pouvoir gagner du temps et aller très vite, demander à Euromed d'avoir la maîtrise d'œuvre pour aller tout simplement assez vite et faire en sorte qu'elle soit sortie de terre le plus rapidement possible. Bien sûr qu'il y aura une présentation, un travail de concertation. Là, je donne les grandes lignes. Au moins, j'ai donné le mètre carré. Donc, on n'est pas sur 800, mais 3000 mètres carrés. Ça donne quand même à réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, notamment sur Capitaine Gèze, puisque bon, on a les vendeurs, je dirais, de babioles qui sont tout au long, à l'extérieur du marché, qui sont sur la voie publique, qui viennent et qui obstruent l'accès des bus et des véhicules, qui posent des problèmes de sécurité, parce que de fait, comme il y a des monticules d'objets, il y a aussi énormément de monde, et du coup on se retrouve avec une situation qui n'était pas acceptable. Vous savez que depuis le début, moi je me bats pour qu'on puisse, et Madame Boulinseur avec moi, c'est pour qu'on puisse avoir une ressourcerie. Parce que je considère aussi que ces questions sont des questions environnementales, sont aussi des questions économiques, parce qu'à chaque fois
obligé de nettoyer, de venir faire la sécurisation, de faire tout ça. C'est à chaque fois de l'énergie perdue pour pas grand-chose parce que 5 minutes après, on se retrouve dans la même situation. Donc, il y aura, la délibération n'est pas passée en conseil d'arrondissement, elle aurait dû, mais malheureusement, il y avait un problème d'instruction, donc on n'était pas dans les délais pour le faire. Je m'en excuse, mais elle passe au conseil municipal et c'est ça l'essentiel pour que justement l'association améliore, puisse avoir temporairement juste donc avec un bail précaire pour voir un peu comment les choses fonctionnent et on ajustera et ensuite on partira vers quelque chose de définitif. Mais il n'y aura plus de vendeurs dehors sur l'espace public puisqu'il arrêté d'interdiction de stationner sur l'espace public sera en parallèle mis en œuvre et ensuite mis en œuvre et respecté. En tout cas, ça, c'est la condition sine qua non. Vous serez là, Madame la maire, nous serons là pour faire en sorte de faire en sorte que ça fonctionne. Alors certes, peut-être au début, il y aura encore, parce qu'il y a des couacs, parce qu'il y aura de la pédagogie, de l'explication, mais sachez qu'aujourd'hui déjà, la totalité quasiment des gens qui sont là sont des gens qui ont répondu favorablement, et ça, c'est très important pour la suite. Quand on vient vendre, on se met sur le bord du trottoir pour vendre une journée entière et avoir 10 euros, 20 euros dans la poche, c'est pour se nourrir. C'est pas par plaisir. Personne ne prend 10 heures de son temps pour aller gagner 20 euros par jour. Hein. Ça n'existe pas souvent. Ce sont d'ailleurs des personnes âgées. C'est important aussi de le dire. Et c'est important aussi, c'est pour ça que le travail sera fait aussi avec le CCAS, avec Audrey Gareno. Nous avons décidé aussi de mettre en place une cellule du CCAS pour accompagner et voir sortir définitivement des personnes qui aussi ne se sont pas fait connaître des services sociaux et qui peut-être vont les aider aussi avoir un toit, à avoir des revenus, parce que souvent, elles n'ont pas fait les démarches pour avoir ne serait-ce que le minimum vital, ben, peut-être sortir du dispositif dans lequel, franchement, elles n'ont pas à être. Voilà tout ce travail qui va être mis en œuvre. Donc, j'espère qu'on va tous se remonter les manches pour y arriver. Je sais la volonté de tout à chacun et que, en tout cas, aujourd'hui, voilà, la situation, elle est claire. Ici, c'est mieux parce que ailleurs, ça aurait malheureusement décalé le problème et ça nous aurait créé des problèmes plus que ce que nous en avions. Donc là, au moins, c'est clair. Et voilà. Après, la question des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Je considère que là aussi, c'est une question de sécurité. Et je le dis devant, sous le regard du premier adjoint qui a aussi beaucoup œuvré, Monsieur Spinelli, pour que ces questions soient, je l'espère, derrière nous. Mais la question des vendeurs de cigarettes illégales, là, je considère aussi que l'État, notamment la préfecture de police, doit aussi maintenant, et ça fait partie de ce que m'avait dit la préfète de police, mettra les moyens pour justement, parce que ceux-là, vous comprenez bien qu'on ne va pas les légaliser quand même. Hein, donc voilà. Donc, on considère que ça, c'est une question de sécurité et de tranquillité. Donc mon cher Gilbert, j'espère que tout ça va te ravir. Je te donne le relais, si je peux me permettre comme ça, pour pouvoir justement maintenant œuvrer et nous indiquer là où ça va pas avec Madame la maire pour qu'on puisse, mais on va le mettre il faudra qu'ils soient en relation directe, bien sûr. On fera une réunion avec l'association pour mettre en œuvre les choses et avoir des facilités directes de discussion. Bien sûr, je vais reboucler. Monsieur le premier adjoint, un petit mot. Oui, merci Madame le maire, merci Madame Gali. Oui, effectivement, le Conseil de sécurité, donc le GPO, travaille activement pour ce genre d'intervention. Bon, il s'agit de répression, certes, mais en même temps d'accompagnement aussi. Je voudrais préciser que nous avons une action plutôt soutenue avec les moyens qui nous sont donnés, évidemment, et ils sont malheureusement limités, sur tous les travaux qui sont réalisés, et notamment les nouveaux endroits comme les fabriques, comme le plan d'Ao, où nous portons une attention particulière de surveillance avec la police nationale et la police municipale. Voilà, je voudrais saluer quand même leur travail, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, et ils le font plutôt bien. Et en tout cas, c'est un souci permanent. Parce il ne faudrait pas que ces endroits qui sont tout neufs, qui sont profitables pour la population, se ternissent par des actions de délinquance. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur le premier adjoint. Alors, je vais essayer de reboucler sur le rapport des fabriques, bien évidemment, Madame Furas, que nous allons voter favorablement, mais dire que tout ce que nous venons de dire, ça fait aussi suite à un article
dans un journal, je ne sais plus lequel d'ailleurs, pour tout vous dire, vraiment, c'est un oubli, sur la question de remède en disant, mais est-ce qu'on a pensé à la vie? Mais bien sûr que nous y avons pensé, parce que notamment sur les équipements publics, Madame Galli parlait de la médiathèque, mais nous avons eu une réunion avec Euromède sur la question des équipements publics. C'est la médiathèque, et Madame Galli a raison de le dire, et notamment sur la question des 3000 m², parce que nous avons, et pour ceux qui me connaissent ici dans ce conseil municipal, vous savez combien avant la création de la médiathèque du Plan d'Ao, je n'ai eu de cesse de répéter que nous ne disposions que de 400 m² de livres pour 100 000 habitants. Il y a la médiathèque, il y a le centre social, il y a les équipements sportifs, et tout cela a été acté avec Euromède, avec bien sûr la mairie de secteur, Madame Galli qui siège au conseil d'administration d'Euromède. Nous l'avons. Oui, bien sûr. Non, mais je parlais des équipements publics d'une manière générale. Nous l'avons acté, nous l'avons décidé il y a déjà des mois. Sur la question d'Améliore, bien évidemment que nous devons travailler les uns avec les autres. Et aujourd'hui, Améliore a déjà fait ses preuves. Il faut savoir que cette association a travaillé sur une expérimentation similaire à ce que nous connaissons ici à Montreuil. Et que l'expérimentation a super bien marché et qu'ils ont pu résorber la question du marché sauvage. Améliore, ça fait des mois que nous y travaillons, que ce soit Mme Galli, la mairie de secteur, pour essayer d'apporter une réponse sur Capitaine Gesse. Et nous savons combien les habitants sont excédés. Et nous savons combien il est difficile d'arriver sur cette station de Capitaine Gesse parce que c'est un choc thermique, il faut le dire. Il faut le dire, c'est difficile pour les habitants, c'est difficile pour les gens qui arrivent du reste de la ville. Mais pour autant, il faut aussi traiter cette question de manière humaine. Et Mme Galli le disait à juste titre en disant qu'on ne restait pas sur un trottoir toute la journée par gaieté de cœur. On le fait par nécessité. Alors oui, il y a l'exaspération des habitants qui en ont marre, excusez-moi de le dire de cette manière-là, qui en ont marre d'enjamber les étals, qui en ont marre de trébucher parfois, notamment les personnes âgées, notamment les écoliers quand ils arrivent massivement sur les écoliers, les lycéens, vous avez bien compris, les étudiants massivement sur Capitaine Gesse. Mais nous avions aussi le devoir de traiter cette question-là de manière humaine. Et je pense que cette question-là qui est gérée via Améliore, avec notamment effectivement la ressourcerie, mais aussi pour ceux qui... Le travail a déjà commencé, les vendeurs qui ont été recensés, bon, c'est la majorité qui peuvent rentrer, j'ai envie de dire, dans un circuit légal, ils sont majoritaires. Après, sur la question des vendeurs à la sauvette, là aussi, il faudra que, vous l'avez dit, vous avez parlé d'un arrêté d'interdiction de stationner, mais aussi un arrêté pour verbaliser, pour pouvoir permettre tout cela. Voilà. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure de délinquance. À un moment donné, si on veut que ça fonctionne, il faut que toutes les planètes soient alignées. Et il faut que l'arrêté municipal soit pris pour pouvoir pour que la police nationale puisse intervenir et pas que la municipale, hein, parce que pour assister aux réunions en préfecture de police, la police nationale a aussi besoin de cet arrêté municipal pour pouvoir intervenir et verbaliser. Et qu'on ne peut pas aussi se satisfaire d'avoir un bus qui reste bloqué 45 minutes, voire même 1 heure à Capitaine Gesse, qui entraîne des retards pour arriver au boulot, des retards pour arriver à l'école. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur la bonne... voie. On est sur la bonne voie. Sur la question, effectivement, alors vous ne l'avez pas précisé, Madame Galli, mais ce sera, parce que vous parlez de proximité, mais ce sont les entrepôts casinos qui hébergeront, et oui, je le dis, comme ça au moins on est complète, hein. Le but c'est ça, c'est que nous soyons complètes les unes et les autres, qui seront sur les comptoirs casinos. Donc, et puis aussi, il faut se dire, au-delà du besoin financier de ces vendeurs qui restent toute la journée, il faut savoir aussi que ce qui est vendu sur le territoire, ça répond aussi à des besoins pour certains habitants. C'est la réalité. Pour avoir, moi, j'y étais avec Madame Juste il y a quelque temps et on a interrogé des gens. Une maman qui me disait, ici, je peux acheter des baskets à 2 € et du coup, je peux acheter 2 paires de baskets plutôt qu'une paire de baskets. C'est aussi une réalité.
il faut aussi regarder la réalité en face. Pour autant, je ne me gargarise pas de dire ce que je viens de dire, mais c'est aussi une réalité, il faut le dire. Ça répond aussi à des ménages qui sont très modestes, qui sont en difficulté, et ça répond aussi à un besoin, un revenu financier que les marchands à la sauvette peuvent se créer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous y travaillons, nous serons vigilants les uns et les autres, mais si tout se passe bien, si nous arrivons à tenir le timing, oui, croisez les doigts, Madame Galli, vous avez raison, nous en avons besoin parce qu'on est pugnace, mais on a aussi besoin qu'on nous aide, qu'une force supérieure nous aide. Et je pense qu'effectivement, si on arrive tous à tenir, j'ai envie de dire, à rester dans notre couloir de course les uns et les autres, et à tenir nos engagements les uns et les autres, on devrait arriver à avoir une situation stable. Vous voyez, je suis modeste. Une situation stable sur Capitaine Jess très vite. Voilà. Donc, vous voyez, on a bifurqué, mais c'est aussi important de diffuser ce type d'informations aux habitants. Et je sais combien la question de Capitaine Jess préoccupe quotidiennement les habitants. Je mets donc aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le dernier rapport, c'est Madame Vestieux qui le présente. Tout à fait, Madame le maire. C'est un rapport qui émane de la direction générale et de la direction des finances afin de donner une garantie d'emprunt au ZEF, qui est une scène nationale de Marseille, dans le cadre de la première tranche de travaux de rénovation de la gare Franche qui se situe sur notre secteur. C'est une maison d'artistes au cœur du 15e arrondissement qui est devenue scène nationale en 2019 à la faveur de sa fusion avec le Théâtre du Merlan, qui est situé au cœur du centre urbain dans le 14e arrondissement. Cette fusion est effective depuis 2020 sur l'appellation le ZEF, pour signifier le vent nouveau qui souffle sur ces deux lieux complémentaires, à la fois de diffusion pluridisciplinaire, de spectacles vivants et cette maison d'artistes. Donc aujourd'hui, le site de la gare Franche, qui est donc une propriété de la ville, nécessite des travaux de rénovation sur l'ensemble de son site afin d'améliorer les espaces extérieurs, la réhabilitation structurelle du corps principal de la Bastide et l'amélioration thermique et la mise aux normes des réseaux. C'est la raison pour laquelle ce rapport sollicite la ville pour cette garantie d'un emprunt destiné à cette première tranche de travaux de rénovation et de mise aux normes de la gare. Donc, je vous demande d'approuver de manière positive cette garantie d'emprunt, dont tous nos habitants vont profiter, bien évidemment. Très bien, Madame Vestieux. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non? Bon, oui, effectivement, je pense que nous avons l'obligation de voter ce rapport. Rappeler, alors ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Moi, j'ai été parfois très critique à l'endroit de la... mais aujourd'hui, alors, il faut me rappeler le nom de la directrice parce que rappelez-moi le nom de Francesca Poglionato, qui a une direction bien spécifique. Voilà, qui est vraiment une personne de très grande qualité, je tiens à le dire, qui s'est ouvert sur la cité Le Plan-d'Ao, qui travaille avec l'école du Plan-d'Ao, et c'est ce que nous devons attendre de nos acteurs associatifs, qu'ils soient culturels, sportifs ou quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est le cas, donc je pense que nous devons nous en féliciter. Et bien de s'en féliciter, alors il y a les mots et il y a les actes d'amour. Alors il faut savoir aussi faire des actes d'amour. Donc, et les actes d'amour, c'est comment on accompagne justement ce ZEF qui fait un travail formidable. Ben, c'est justement en votant ce rapport et cette subvention. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le faire, mes chers collègues. Donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Je pense que l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. Pour les conseillers municipaux, je vous donne rendez-vous vendredi au conseil municipal. Merci.